Merci de rester avec nous. Abdoul Mbaye, leader du parti ACT. L'actualité, c'est également Cheikh Tidiane Gadio. Du côté de New York, Cheikh Tidiane Gadio détenu du côté de New York pour un délit de corruption présumé. Oui, ça a fait tilt au Sénégal. Vous faites partie de ceux qui sont surpris? Surpris, oui, et même désolé, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Cheikh Tidiane Gadio. Bon, pour l'instant, ceci dit, on attend le jugement, hein, la présomption d'innocence existe, d'autant que j'ai vu qu'il y avait non seulement le démenti venu du Tchad, mais également de la société pétrolière chinoise qui pourrait avoir été impliquée. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même se réjouir de ce qui nous vient des États-Unis. Comme vous le savez, il y a un ministre guinéen qui a déjà été lourdement condamné. Et puisque nos tribunaux nationaux sont incapables de faire respecter un minimum de principes éthiques, etc., notamment la lutte contre la corruption est très difficile à l'intérieur de nos frontières, dès lors que les gouvernants sont concernés, je crois qu'il faut se réjouir de voir des tribunaux américains. Parce que ça peut dissuader d'autres. Exactement, ça a un caractère absolument, absolument. Écoutez, je vous donne l'exemple du Sénégal. On a quelque chose de plus net, de plus clair que ce que je vois être reproché à Cheikh Tidiane Gadio. Lorsqu'on évoque l'attribution de permis pétroliers à la société Petro-Tim, puisque c'est sur la base d'un faux rapport de présentation qu'un décret officiel a été signé attribuant un permis à une société au sein de laquelle Aliou Sall, le frère du président, est un cadre, au moins un cadre, et cela a été reconnu grâce au travail de l'un d'entre vous. Je crois que me souvenir, c'était 2 journaux d'ailleurs avaient été concernés, Le Témoin hélas, a été reconnu par l'employeur bénéficiaire de ce permis. Donc tous les ingrédients sont là et qui vont largement au-delà de ce que l'on peut reprocher à Cheikh Tidiane Gadio. Et je crois qu'il est... D'ailleurs, il y a une procédure, comme vous le savez, qui est engagée devant des organes... Aliou Sall n'aurait pas intérêt à mettre les pieds aux États-Unis. Ah, mais... En tout cas, personnellement, je le lui conseillerais, pour que les choses soient claires. À la limite, il devrait aller se constituer d'office témoin pour dire ce qu'il sait, mais devant les intérêts de son pays. Mais bon, peut-être que vous lui donnerez un autre conseil. Cheikh Tidiane Gadio qui a tout de même le soutien de l'État du Sénégal et surtout de la coalition Benno. Il fallait s'y attendre? Bon, coalition Benno, oui, mais le Sénégal, c'est normal, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il est temps qu'il n'ait pas prouvé qu'il est coupable, il faut lui apporter une assistance. Cela ne me choque pas du tout. Oui, ce qui pourrait vous choquer, c'est ce qui se passe présentement en Libye. On parle d'esclavage. Les images ont frappé tout le monde, les images de CNN, de la vente aux enchères d'Africains en Libye. Écoutez, c'est quelque chose de terrible, quelque chose d'atterrant. Je trouve ça incroyable. À qui imputer la faute? Aux dirigeants africains? Ben écoutez, personnellement, bon, évidemment, ils fuient l'Afrique au péril de leur vie. On savait qu'ils mouraient dans la mer, dans les forêts, etc., etc. Maintenant, on apprend qu'ils prennent le risque d'aller être vendus comme esclaves. Quand on en arrive à ce niveau de désespoir, il faut quand même s'interroger sur les conditions d'existence du lieu dont on cherche à s'échapper. Et ça, malheureusement, c'est notre responsabilité à nous tous. C'est notre responsabilité à nous tous, mais au premier chef sont concernés les responsables africains. D'abord, je donne souvent cet exemple, il y a des pays qui ont quand même
pu construire de l'espoir par de la vraie croissance. Je dis de la vraie croissance parce que parfois on triche, hein, on vous annonce des taux de croissance de pré-émergence ou d'émergence, alors que cela ne correspond à rien du tout. Mais, en tout cas pas à une amélioration des conditions de vie des populations, mais le vrai problème de notre continent, du Sahara, c'est que la grande majorité de nos pays ne sont pas en mesure, donc de nos dirigeants, ne sont pas en mesure de vendre de l'espoir à la jeunesse africaine. Et pour moi, c'est d'ailleurs l'un des facteurs essentiels qui m'a poussé à entrer en politique. Cela vient d'abord du fait que les dirigeants africains, dans leur très grande majorité, font de la politique pour devenir dirigeants et deviennent dirigeants pour s'enrichir eux-mêmes, enrichir leur famille. Mais la politique doit être autre chose. La politique, c'est du sacerdoce. La politique, c'est se mettre au service de son pays, au service de son peuple. Et à ce moment-là, quand on est dans cette dynamique, dans ce projet, on est à la recherche de solutions, mais de solutions objectives et se traduisant par des progrès réels. Et redonner espoir à cette jeunesse africaine. Exactement, mais c'est ça. Dire qu'il faut non seulement... Mais quand vous êtes dans une situation qui se dégrade, mais où est demain? Au Sénégal, moi j'ai parcouru des milliers et des milliers de kilomètres, mais il y a des villages, et vraiment la grande majorité des villages, où on en est... On a l'impression que c'est encore 1960. Mais c'est un problème. Et dans des villes comme Kaolack, quand vous entrez dans l'ancienne zone industrielle, vous constatez dès visu qu'il y a eu du recul. Du recul. Oui, déjà, il faut s'occuper du retour des Sénégalais qui sont en terre. Il y a ce qui me désole le plus, c'est que, évidemment, il y a le problème de ce lieu dont on cherche à s'échapper, mais l'information... à chaque fois que vous ouvrez la télé, vous voyez, on le voyait tout à l'heure, je ne vais pas citer la chaîne, mais vous avez des danses, vous avez des clips, etc. Mais tous les jours, on devrait faire passer à la télévision, sur toutes les télévisions, dans une démarche citoyenne globale, passer des spots attirant l'attention des candidats à l'exil sur tous les risques qu'ils prennent. Mais on peut le faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on connaît les passeurs, on en connaît apparemment. J'ai reçu sur mon WhatsApp la photo d'un certain monsieur Diallo, originaire d'un village proche de Médina Gounass, qui serait actuellement à Niamey et qui est vendeur d'esclaves. Celui qui donne le message, parce qu'il a été vendu, c'est un militant de l'Acte, dit « Coxeur le Montmediaï ». Mais qu'on les recherche, qu'on les punisse, on sait où ils sont, les lieux de passage sont connus, mais qu'on cesse d'être spectateur. Mais ça évolue quand même, parce que les Européens commencent à s'indigner de ces corps d'Africains qui échouent sur leurs côtes. Ils les enterrent avec beaucoup plus de difficultés, et il y a le gouvernement libyen qui annonce l'ouverture d'une enquête. Écoutez, c'est le moins qu'on pouvait faire, mais encore une fois, vous avez cité la réaction des pays européens. Non, que l'on prenne en charge notre problème. Que l'on prenne en charge, nous-mêmes, Africains, notre problème. Et systématiquement, parce que c'est extrêmement grave ce qui s'est produit, c'est-à-dire sur le plan diplomatique, la Libye doit être isolée par les pays africains jusqu'à ce que cette question soit définitivement réglée et le plus rapidement réglée. La Libye doit être isolée par les Africains. Oui, il faut une réaction. Forte, une réaction forte, diplomatique forte, au moins. Une réaction forte, diplomatique. Mais vous nous parliez de croissance. C'est possible de tricher sur la croissance d'un pays? Mais c'est possible. C'est possible. Vous prenez les secteurs les plus difficilement contrôlables en termes quantitatifs. Et vous gonflez.
vous gonflez les productions, vous gonflez la part de valeur ajoutée. Vous direz par exemple le commerce, bon, puis vous, mais surtout l'agriculture. Alors au Sénégal, nous sommes spécialistes des records en matière de production agricole, alors que nous avons des espaces de notre territoire où sévit la famine. Et évidemment, il y a des limites à ces mensonges. Et à ce titre, l'exemple du riz est significatif. Il y a 2 ans, on nous promettait l'autosuffisance en riz en 2017. Et vous vous rendez compte? Slogan politique. Au début de cette année... Qui a le mérite d'accroître les récoltes. Le slogan, non, certainement pas. Hein. Bien au contraire, nous avons... Pas d'autosuffisance, mais quand même... Ah, non, je vais vous dire, j'ai mené ma propre enquête sur le terrain. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres dans tout le Nord, tout le Wallon. Interrogé des producteurs, petits, moyens et grands. Les productions baissent. Les productions baissent quand on nous annonce des doublements, etc. Et évidemment, vous ne pouvez pas mentir trop longtemps parce que l'autosuffisance, ça suppose la cessation des importations, mais quand dans le même temps les importations augmentent, il y a problème. Et enfin, nous en sommes arrivés à un aveu. Celui du ministre de l'Agriculture qui dit non, ça n'est pas à l'État de s'impliquer dans la production agricole, il fixe des objectifs. Mais dans le même temps, on vous annonce un doublement de la production céréalière. Vous pensez que c'est possible ça, de faire doubler dans un pays une production agricole avec des conditions pluviométriques qui sont presque égales à celles de l'année dernière, sinon moins bonnes? On nous annonce... D'ailleurs, je me suis demandé si le journaliste qui rendait compte avait bien entendu. Parce qu'on nous annonce une production d'arachide de 1 400 000 tonnes. Mais vous vous rendez compte du chiffre que ça représente? Je crois que c'est un record absolu depuis les indépendances. On n'a jamais atteint un niveau de production similaire. Déjà l'année dernière, c'était du mensonge. On n'était pas encore à 1 million de tonnes, mais on y allait allègrement. Et quand on fait le point des exportations, des utilisations par les huileries, on n'atteint pas les 100 000 tonnes. Non, qu'on arrête cela. On devine très clairement que l'objectif, c'est de pouvoir annoncer en 2018 un taux de croissance de 7%. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ce qui se prépare. Ça se prépare. Et observez la croissance, 6,4% en 2016, 6,7% en 2017, 7% en 2018. Donc on arrête de plaisanter. Et vous n'y croyez pas en ces chiffres? Alors pour moi, ils sont gonflés. Et très sincèrement, il suffit d'échanger avec les populations pour le constater. Et il y a d'autres zones d'identification de mensonges. Où sont... Quand vous avez dans un pays un taux de croissance de 7%, mais c'est palpable. Ça se voit par des industries qui se créent, par des emplois qui se créent. Mais où sont ces emplois? Où sont ces industries? Ma mère a coupé cette croissance. S'interroge sur les chiffres du gouvernement du Sénégal. Oui, taux de croissance, production, record en céréales. Des chiffres qui vous poussent à vous interroger, mais il y a des institutions financières également qui ont leur appréciation sur le Sénégal économique. Il y a Doing Business par-ci, Mo Ibrahim par-là, FMI. Ils ont leur appréciation sur le Sénégal économique, des appréciations positives. Hein? Bon, écoutez, parlons du Doing Business. Hein? Bon, c'est vrai, quand quelqu'un passe d'avant-dernier à antépénultième, vous le félicitez, vous l'encouragez. Vraiment, quand on est 140e sur... il faut encourager, c'est bien, mais très sincèrement, c'est pas ce classement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est pas ce classement qui va inciter
l'investisseur étranger à venir investir au Sénégal. Ce n'est d'ailleurs pas ce classement qui va inciter l'investisseur local à considérer qu'au sein de l'UEMOA, par exemple, le meilleur endroit pour investir est le Sénégal. Vous évoquez le Fonds monétaire international. Vous savez, il y a des textes qui sont diplomatiques. Même des institutions de Bretton Woods. Oh, écoutez, relisez le communiqué du Fonds monétaire international suite à sa dernière revue, il n'y a pas longtemps. On attire l'attention sur les risques. On attire l'attention sur la croissance de la dette intérieure. Effectivement, au sein de l'UEMOA, je crois que nous sommes recordman. On a 10 points par rapport à plus de 60%, 10 points d'écart par rapport à la moyenne UEMOA. Qui est de 70. Les recettes, non, c'est la norme. La norme, c'est 70. La norme de convergence qui est de 70, le plafond. Oui. Mais au niveau de l'UEMOA, on est à 49. Le Sénégal fait partie des pays les plus endettés. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est dette intérieure, oui. Et le Fonds monétaire international annonce également des éléments qui sont constitutifs d'une crise économique grave. Quels sont ces éléments? L'éviction du secteur privé, vous savez, vous faites reposer votre politique de développement sur de grands projets. De grands projets qui bénéficient d'ailleurs pour l'essentiel à des compagnies étrangères et qui sont souvent au kilomètre d'autoroute ou au kilomètre de rail parmi les plus chers du monde. Cela laisse quand même, permet de se poser quelques interrogations. Vous faites tout reposer, vous faites reposer votre croissance en grande partie sur de l'investissement public, sur de la dette, donc sur un service de la dette qui va s'accroître et sur une restriction de votre liberté budgétaire. Et à ce moment-là, vous créez les conditions d'une éviction du secteur privé. Parce que l'investissement privé va souffrir d'abord de commandes passées directement au secteur privé sénégalais, puisque vous avez fait le choix de recourir à des investisseurs étrangers, mais votre dette intérieure va augmenter. Interrogez les entreprises sénégalaises, sans trop se fier aux chiffres qui sont donnés, interrogez les entreprises sénégalaises, vous allez constater une grosse croissance de leurs arriérés sur l'État. Ils ne refusent pas l'augmentation de cette ardoise salée de la dette publique ici au Sénégal. Plus de 800 milliards à payer pour 2018, mais ils insistent sur l'usage de cette dette. C'est pour investir. Écoutez, d'abord, c'est ce que je vous décris ainsi. Être à près de 30% des recettes publiques pour assurer un service de la dette, c'est énorme. C'est énorme. Vous devez créer d'autres recettes. Le Fonds monétaire international vous dira réduisez les exonérations fiscales. Mais les exonérations fiscales, en général, elles sont attribuées dans le cadre de conventions. Y renoncer n'est pas facile. C'est pas possible. Ça se construit sur la durée. On va vers du blocage budgétaire qui va se traduire par une accumulation d'arriérés sur le secteur privé. Cela aura des répercussions, et c'est déjà le cas au Sénégal, sur l'absence de productivité de la dette bancaire. Nous sommes, il faut le savoir, l'un des pays où les dettes improductives, les dettes bancaires improductives sont les plus importantes en termes de pourcentage. On va bloquer le secteur producteur de richesse parce qu'on aura été dans une logique politique de grands projets faisant fonctionner essentiellement des entreprises étrangères. Alors, on a un modèle de croissance à revoir. Et malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite, mais on le verra dans 1 an, 2 ans, je crois très sincèrement que nous avons été
par le fait de privilégier une démarche politique de la gestion de notre économie, on est en train d'aller tout droit vers un blocage et des problèmes sérieux dont souffriront les Sénégalais parce que les restrictions budgétaires vont évidemment se traduire par des problèmes au niveau de l'éducation, dépenses vers l'éducation, des problèmes également au niveau de la santé et peut-être même au niveau des filets sociaux qui peuvent exister. Le modèle économique de Macky Sall à revoir, selon Abdoul Mbaye. Ah, totalement. Oui, totalement. Il faut, voyez-vous, sortir de cette logique de grands projets pour épater les Sénégalais. C'est vrai, des infrastructures sont nécessaires pour accompagner un développement économique. Mais il n'y a pas d'éléphant blanc sous Macky Sall. Mais le TER, les Sénégalais en ont besoin pour le déplacement. On a toujours la besoin. La population augmente de manière exponentielle. On a toujours besoin d'infrastructures. On en a toujours besoin. Les autoroutes, nous en avons besoin. Le seul problème, Diamniadio, nous en avons besoin. Où est l'éléphant blanc ici? On a toujours besoin des infrastructures. Le vrai problème, c'est une question de priorité. À quel moment et qu'est-ce qu'on met devant? Pour vous, c'est pour la présidence. Voyez Diamniadio. C'est bien, ça se développe. Mais qu'est-ce que vous y voyez pour l'instant? Des immeubles en cours de construction et vous souhaitez qu'un jour ils puissent être occupés. Bon, on verra ce que ça va. Combien de temps ça va se faire. Pour l'économie du temps, vous nous avez parlé des investisseurs étrangers. On pense automatiquement aux Marocains, mais surtout aux Turcs. Il y a l'histoire de l'école Yavuz Selim. La présence de ces Marocains et de ces Turcs, ça a démarré avec votre gouvernement déjà. Écoutez, il ne faut pas fermer les portes du Sénégal aux investisseurs étrangers. Mais il ne faut jamais privilégier un investisseur étranger par rapport à un investisseur national. Je ne suis pas d'accord que l'on donne à des investisseurs étrangers, que l'on fasse des facilités exceptionnelles à un investisseur étranger pour réaliser ce que une ou des entreprises sénégalaises peuvent réaliser. Là est la question. Si ces entreprises peuvent réellement réaliser, c'est même... Écoutez, pensez-vous qu'au Sénégal, par exemple, c'est un exemple que je donne, on ait des problèmes pour réaliser une cité des fonctionnaires? C'est inimaginable. C'est dommage, le temps passe très rapidement. Oui, terminons... Par contre, vous avez évoqué Yavuz Selim. Moi, je vois la question autrement. Oui. La faiblesse de la diplomatie sénégalaise sous le régime actuel. Et ce n'est pas le seul cas. Vous avez un État ami, parce que la Turquie est un État ami, et il faut l'accepter comme tel, qui a un problème intérieur, qui vous dit à vous, État souverain, fermez cette école parce qu'elle dépend d'un opposant terroriste. C'est un État ami, il faut le croire, mais il faut mettre devant les intérêts de votre pays, les intérêts de votre nation. Ici, les intérêts du Sénégal, c'était l'aéroport AIBD. Les Turcs sont des partenaires par rapport à l'aéroport. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont régularisés. Laissez-moi poursuivre. C'est pourquoi je dis c'est un État ami. Mais ça ne vous empêche pas de faire prévaloir vos intérêts nationaux. Il fallait l'école Yavuz Selim est un centre d'excellence. Le Sénégal ne peut pas se permettre de fermer des écoles de cette qualité. À partir de ce moment-là, vous répondez à votre État ami, à votre ami, vous lui dites, je mène immédiatement une enquête pour vérifier qu'il n'y a pas d'enseignement terroriste ou entraînant ou encourageant le terrorisme. Et je prends toutes les dispositions pour ce faire. Deuxièmement, je prends également des mesures pour être certain que les recettes de cette école, les recettes nettes en tout cas, ne vont pas aller alimenter le financement du terrorisme. Voilà comment on réagit. Oui.
Voilà comment on réagit. Oui, la politique pour terminer. Le président Macky Sall qui a dit à Tivaouane qu'il va être réélu dès le premier tour en 2019. Il l'a réitéré donc devant ses militants du côté de Tivaouane. Et vous, à côté, vous avez cette ambition présidentielle? Alors, laissez-moi déjà évoquer quand même cette réélection dès le premier tour. Vous savez, je crois, personnellement, je crois que le Sénégal aurait dû commencer à regretter son choix de 2012 lorsque la préoccupation principale du président a commencé à être une réélection dans 5 ans. Parce qu'à l'époque, on était encore dans un mandat de 5 ans. Tant que nous serons dans des démarches ne privilégiant pas la recherche de résultats, le respect du programme pour lequel on a été élu, mais simplement comment vais-je faire pour avoir un second mandat, comment vais-je faire pour durer le plus longtemps, donc ajoutons les 2 aux 5 pour lesquels on s'était engagé, on aura forcément au bout du compte le recours à des photos de croissance, etc. pour pouvoir s'en sortir. Alors Abdoul Mbaye, sera-t-il lui ou non candidat en 2019? Laissez au moins mon parti en décider avant que je ne... Oui, la famille Mbaye a ses directeurs généraux, le père qui était à la Cour suprême en tant que juge, Premier ministre Abdoul Mbaye, peut-être il vous reste le poste de président de la République à aller chercher. Écoutez, je vous ai déjà répondu, je crois. Hein, donc ce sera aux militants de Acte d'en décider, voilà. Et d'adouber leur leader. C'est ça. Donc Abdoul Mbaye, il fallait s'y attendre, ne peut pas répondre à cette question à plus d'1 an de la présidentielle. En tout cas, merci. Merci, Pape Cherti. Merci d'être venu sur ce plateau de Toute la Vérité. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro avec l'ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, leader du parti Acte. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre.